Cet hélicoptère vient de quitter Ajaccio pour partir vers l'une des plus belles régions de l'île, située tout au nord. À son bord, Aurélie Arneco. Elle est ingénieure à la direction régionale des affaires culturelles de Corse. Elle a découvert l'île il y a 6 ans et depuis, elle se bat pour sauvegarder son patrimoine. Aujourd'hui, elle part en mission au Cap Corse, une presqu'île de 40 km de long qui pointe vers le continent. Elle survole d'abord le phare de la Giralia, le point situé le plus au nord de l'île. Construit vers 1830, il est classé au titre des monuments historiques. C'est une architecture assez simple, mais c'est bien l'installation sur un site sublime qui la rend complètement exceptionnelle. C'est ça le patrimoine de la Corse. Ce n'est pas son architecture. Des phares, on en a des beaucoup plus beaux finalement ailleurs. Par contre, construit sur cet endroit, ça reste complètement exceptionnel et donc patrimonial. Le Cap Corse est jalonné de villages d'altitude, où se sont jadis installés les habitants pour se protéger des vents et des assaillants. Chacun possède une marine en contrebas avec ses maisons de pêcheurs. Tournée vers le large, c'est une région unique dans l'île. On est sur les routes commerciales. C'est la seule partie de Corse où le peuple est marin et pas peuple issu de la montagne, berger, mais ils sont tournés vers l'extérieur. Aujourd'hui, Aurélie se passionne pour un patrimoine exceptionnel qui a marqué l'architecture des villages du Cap Corse. Ce sont ces somptueuses villas qu'on appelle des palais d'Américains. Elles ont été construites au XIXe siècle par des Corses partis faire fortune aux Amériques. Il y en a près de 140 dans le Cap Corse, toutes situées sur les plus beaux belvédères. Là, je trouve qu'on a des cas à la fois d'architecture qui s'impose, mais qui ne détruisent rien, qui subliment un paysage déjà magnifique. Aurélie photographie et recense ces palais, car très peu d'entre eux sont protégés. Construits il y a plus de 100 ans, beaucoup sont menacés. Celui qui l'intéresse particulièrement, c'est le château Stopiele. Un édifice construit en 1875. Ce matin, Aurélie s'y rend avec Michel-Édouard Mnigaglione, le directeur du patrimoine de Bastia. C'est un exemple parfait de ce type de maison d'Américain. Elle a un beau volume, c'est vraiment la masse cubique qui tranche dans le paysage. Et puis une façade ordonnancée, régulière. Par rapport à l'habitat traditionnel, avec des façades enduites, des volumes beaucoup plus petits et puis irréguliers, ça se remarque tout de suite. Donc c'est vrai que dès le début, on l'a appelé château Stopiele. On sent bien que elle a une architecture un petit peu ostentatoire et on a une vue exceptionnelle aussi, donc une maison largement ouverte sur son paysage. Si l'extérieur est démonstratif, l'intérieur est encore plus étonnant. Voilà, dès le vestibule, on affiche le voyage. Ces décors exceptionnels évoquent les voyages au XIXe siècle. En 1875, le train venait d'être inauguré en Corse. Ce qui est étonnant, c'est qu'on a un mur entier qui évoque un paysage avec une mise en scène en trompe-l'œil d'une terrasse ou d'un balcon qui ouvre sur un grand paysage. Pour moi, c'est la première découverte et la première fois que j'ai un décor de cette qualité dès le vestibule, qui est aussi de grande dimension. Donc ça aussi, c'est un élément important dans la maison.
Au plafond, la famille a choisi de raconter son périple aux Amériques avec 4 blasons. Première armoirie, la Corse, avec la tête de mort, qui signifie les origines corses de la famille. En face, la ville de Marseille, qui est le premier port d'embarquement pour le Nouveau Monde. Puis ici, la destination, les États-Unis d'Amérique. Et en face, le Mexique. Ils ont dû entretenir des relations commerciales étroites avec le Mexique. Au XIXe siècle, pour fuir la misère ou par soif d'aventure, de nombreux jeunes cap-corsins partent faire fortune principalement à Porto Rico. Ils s'enrichissent dans le commerce de canne à sucre ou de café. Des années après, ces Corses américains se font construire, sur leur terre natale, ces somptueux palais. Au premier étage, le grand salon. Par cette pièce au décor fastueux, la famille affiche sa réussite. Waouh! Imposant, c'est un mélange là. Si. Chaque panotage a ses scènes en fait, ça se superpose, c'est assez... C'est un style éclectique qui reprend des ornements de divers styles, baroque, renaissance, néoclassique, et qui mixe tout ça, parce qu'on est à la fin du 19e siècle, et on prend le meilleur dans chaque style, et on les ajoute, et on obtient des décors très très chargés. Au-dessus du portrait du commanditaire, des médaillons racontent l'histoire des Amériques. Sur les encadrements de portes, d'étonnants décors en trompe-l'œil renforcent le côté palatial de la pièce. On a les plus beaux que j'ai jamais vus, là, pour le moment en tout cas. Mais l'œuvre maîtresse, c'est cette allégorie de l'Amérique, symbolisée par une Indienne avec son pagne et son perroquet. Un thème régulièrement traité par les peintres européens depuis le XVIe siècle. Il n'en existe que 2 exemplaires dans le Cap Corse. Pour moi, une allégorie de l'Amérique de cette nature au bout du Cap Corse, enfin, je veux dire, on est à des milliers de kilomètres et puis il y a quelque chose qui se passe et c'est assez fort symboliquement et conserver ce salon ou cette maison, c'est vraiment essayer de conserver un trait d'identification de la Corse, et notamment dans ses relations avec l'extérieur et avec le continent. Fidèles à leur terre natale, les Corses américains font aussi construire de somptueux tombeaux vers la fin du XIXe siècle. Aurélie se rend dans l'un des plus étonnants, ce tombeau avec ses 3 coupoles. Situé dans le village de Pino, c'est celui de la famille Piccione. Cet escalier monumental mène à une chapelle. C'est quelque chose de très particulier à la Corse, cette idée de retour à la terre d'origine. Et même la chapelle funéraire, je veux dire, c'est difficile à exprimer à expliquer même pour une personne comme moi qui vient de l'extérieur aussi, parce que on a l'impression que la terre est un bien inaliénable. Je pense que c'est quelque chose de patrimonial très fort, très corse. À l'intérieur, les matériaux les plus nobles ont servi à la décoration. Donc là, on a la preuve d'une réussite aux Amériques avec une fortune qui permet d'ériger sa chapelle funéraire tout en marbre. C'est vrai que ça me semble un geste un peu fou, mais on est bien dans ce patrimoine funéraire dont on parle, avec cette possibilité pour une famille d'avoir sa propre chapelle au-dessus du tombeau. À quelques kilomètres de là, Aurélie poursuit sa visite à la maison Mariani, située dans le village de Rogliano. Désertée depuis des décennies, elle est presque en ruine.
Construite en 1861, elle appartient à plusieurs héritiers. Elle est en indivision. Aujourd'hui, la commune souhaite la racheter pour la réhabiliter. Mais les propriétaires hésitent encore à la vendre. Voilà, là, on rentre la propriété Marianne. C'est un petit peu délabré en façade. Plus délabré. Aurélie retrouve Patrice Quilic, le maire du village, pour faire l'état des lieux. Est-ce qu'on veut... Oh là là, c'est magnifique, qu'est-ce que jeu d'escalier. Les rambardes sont arrachées déjà. Là, ça, c'est nouveau, ça, en fait. On commence à démonter la maison et on embarque des morceaux. Vous pensez qu'on irait jusqu'à déposer les pierres, malheureusement? Oui, peut-être. À mon avis, oui, c'est des pierres magnifiques qui ne vont pas faire long feu. Ça, c'est tous ce que démontent des gens, les placards qui étaient en châtaignier, mais qui n'ont pas beaucoup de valeur. Voilà. Regardez cette cheminée magnifique, avec tout entouré de marbre, il y a toujours des morceaux par terre. Des catastrophes, quel dommage. Ça paraît pas croyable. Je ne sais pas si ça supportera encore un hiver, parce qu'on est effectivement, on se prend la pluie directe. Seul témoignage de la splendeur d'autrefois, ces peintures avec ces animaux finement dessinés. Ce sont des exemplaires uniques dans le Cap Corse qu'Aurélie photographie avant qu'ils ne disparaissent. Au moins, on peut documenter la maison, on aura tous les décors en mémoire, mais je crois qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on peut faire, mais je ne sais pas ce qu'on peut faire de plus. C'est vrai qu'on est un petit peu désarmés. C'est un chef-d'œuvre en péril qu'il faut à tout prix. Nous, comment faire, moi, maire de la commune de Royan aujourd'hui, je ne sais plus à qui m'adresser, comment faire. À mon avis, ça va aller de pire en pire. Dans le village voisin, un propriétaire a pris les choses en main. La villa Saint-Jacques est la seule maison d'Américains actuellement en restauration dans le Cap Corse. Jean-Pierre Massari, son propriétaire, veut à tout prix la sauvegarder. C'est extraordinaire de voir quelque chose qui revit, finalement. C'est une résurrection, quoi, pratiquement. C'est revit de voir tous ces gens qui travaillent sur ces maisons, sur ces décors, sur la rénovation de l'ensemble. Donc on a hâte vraiment de voir le résultat, quoi. On a envie d'être dans 2 ans, quoi. En plus des décors, Jean-Pierre Massari fait restaurer les nombreux objets qui meublaient cette maison, comme ce guéridon de style Napoléon III ou ce miroir. Marie-Dominique Bellone est doreuse. Elle habite le Cap Corse et elle est fière de participer à ces travaux. J'ai l'impression de mettre un peu ma petite pierre. C'est des choses que nos enfants ne pourraient pas connaître. Si nous, maintenant, on ne fait pas ce qu'il faut pour que ça continue à vivre, ce serait dommage. Et peu à peu, chaque détail de cette maison du 19e siècle revit. C'est extraordinaire de le retrouver, de retrouver son éclat. Bon, certes, on ne l'a pas connu, mais son éclat du début. On le met en place ? Une fois la restauration terminée, Jean-Pierre Massari ouvrira les portes de son palais aux habitants du village. L'aventure de ces émigrés a également profondément marqué l'architecture de Bastia. Leur histoire s'inscrit dans les pierres de l'une des plus célèbres places de la ville, la place Saint-Nicolas. Au XIXe siècle, ils construisent des édifices prestigieux tout autour de cette place. A tomar 3 estudiantes
Enrique Vivoni est un professeur d'architecture portoricain. C'est un descendant de Corse ayant émigré à Porto Rico au XIXe siècle. Depuis 6 ans, il fait découvrir à ses étudiants ces palais de Bastia, à commencer par le palais Antonetti. C'est le premier édifié par un Corse américain dans la ville. Il est muni d'un fronton et de chapiteaux de style corinthien qui surmontent des colonnes en marbre de Carrare. En étudiant ce patrimoine, certains de ces jeunes, également descendants de Corses américains, apprennent une partie de leur propre histoire. Je ne connaissais pas la Corse. Je n'avais aucune idée de ce que c'était. Mais peu à peu, j'ai compris le lien qui existe entre la Corse et Porto Rico. Et ce que ces deux îles se sont apportées mutuellement. Depuis, j'apprécie vraiment la Corse. Pour les émigrés corses, le plus incroyable, c'était de vivre dans un décor comme celui-ci. Après avoir vécu 30 ans dans une hacienda à Porto Rico, dans un lieu complètement désolé, il n'y avait pas de village, mais juste une maison perdue au milieu des champs de canne à sucre. Et après, venir vivre dans un lieu comme celui-ci, c'était vraiment très impressionnant. Et à l'étage, ce plafond réalisé par des maîtres toscans au XIXe siècle suscite l'admiration. Il est couvert de putti. Ces anges sont des figures classiques de la peinture italienne. C'est incroyable, un plafond avec autant de détails. À Porto Rico, un tel plafond n'existe pas. C'est vraiment un privilège d'être ici. Un privilège. C'est vraiment pour apprécier ce type d'art que je suis venu. À l'origine d'un véritable courant artistique, les Corses américains apportent un nouveau souffle à la ville et deviennent un modèle pour la population. Grâce à eux, Bastia se modernise. Au XIXe siècle, une ville nouvelle avec de grands boulevards apparaît juste à côté de la vieille ville, datant du XVIIe siècle, avec ses rues tortueuses. Et c'est ici qu'ont rendez-vous cet après-midi les étudiants d'Enrique. À l'origine, Bastia n'est que la marine d'un petit village d'altitude. Mais au XIVe siècle, un gouverneur génois a l'idée de construire une place forte sur ce promontoire. Cette bastille donne son nom à la ville. Bastia devient alors la capitale de l'île jusqu'à la conquête française en 1768. Au pied du palais des gouverneurs, Enrique et ses étudiants participent à une procession qui va les marquer. Introduites dans l'île au Moyen-Âge, les confréries sont composées de laïcs qui autrefois venaient en aide aux plus démunis. Désormais, elles sauvegardent certaines traditions comme le chant sacré polyphonique. Il y a tout un patrimoine musical qui est attaché aux confréries. Et chaque confrérie a ses chants et sa façon de chanter. Donc ça fait partie de la culture. Aujourd'hui, les confrères se réunissent dans l'une des plus belles églises baroques de l'île, l'Oratoire Sainte-Croix. Avec son décor de style Louis XV et son plafond à caissons d'époque Renaissance. En écoutant ces chants sacrés, Enrique et ses étudiants replongent dans la vie de leurs ancêtres.
ma famille est de Cisco. Oui. Il y a aussi des familles de Santini, oui, qui sont portoricains, descendants de Santini. Il y a un autre qui est de Paoli. Sont beaucoup de descendants de Corse à Porto Rico. Et pour nous, c'est extrêmement incroyable la situation ici aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup. Dans quelques jours, Enrique et son groupe quitteront Bastia pour continuer leur visite dans le Cap Corse, dont les côtes sont jalonnées de tours de guet. Elles ont été édifiées au XVIe siècle par les Génois pour protéger l'île des invasions barbaresques. Tourné vers la mer, le Cap Corse en compte à lui seul une trentaine. Reliant les tours, voici le sentier des douaniers. Il parcourt toute la pointe de cette presqu'île. Utilisé autrefois pour traquer les contrebandiers, il est aujourd'hui fréquenté par plus de 30 000 visiteurs chaque été. Pour le préserver, ce site a été classé réserve naturelle. Alain Camoin est le plus ardent défenseur de ce patrimoine exceptionnel. Il est garde conservateur et connaît ce sanctuaire dans ses moindres détails. Enfant du pays, il sillonne ce littoral depuis toujours. Ce qui me plaît, bien entendu, c'est que d'abord, je suis principalement dans mon bureau au Grand Air et que je me sens vraiment chez moi. On se l'accapare un petit peu, même si l'on ne doit pas, mais je veux dire, on est vraiment... on va au boulot le matin, mais quelque part, voilà, on est assez privilégié, on le reconnaît. On est dans un endroit qui est fabuleux, fantastique, et c'est vraiment enrichissant de travailler dans un endroit comme le Cap Corse. La pointe du Cap Corse est l'une des zones les plus sauvages de l'île. Alain nous emmène dans l'un de ses lieux préférés, cette crique. C'est un endroit un peu de paix. D'ailleurs, c'est la nature qui parle. On entend la nature. En Corse, il y en a quand même quelques-uns des comme ça. On a la chance d'en posséder un sur la pointe du Cap et on va le garder précieusement. Ces eaux préservées recèlent une faune et une flore sous-marine étonnantes. Plusieurs espèces qui disparaissent ailleurs trouvent refuge ici car leur pêche est strictement réglementée. Certaines, comme le mérou ou l'araignée de mer, sont protégées. Pour éviter le braconnage et faire respecter ce site, Alain patrouille chaque jour parmi les plaisanciers et les pêcheurs. Ce matin, il a repéré ces Italiens en pleine partie de chasse sous-marine. Guardia Park, signore. Guardia Park. Réserve naturelle, parc naturel. Quoi? Contrôle, per favore. Contrôle, c'est bon, c'est tout. Je regarde si éventuellement il n'y a pas eu de ramassage d'araignées. Je suis un petit peu étonné parce qu'on est venu avec un bateau banalisé. Donc ils ne sont pas toujours d'accord. Là, c'est un cas classique italien. Juste un contrôle, signore, per favore. Grazie. Così riuscite che le tre sono nel parco integrale, non si va. Va bene. Posso vedere, per favore? Bella pesca. Conosci tutte le regolamentazioni? Sì, sì, tranquillo. Buona continuazione, signore. Grazie. Ça va rentrer au port, ils vont dire qu'ils ont été contrôlés et nous, par la suite, ça va nous servir parce qu'on sait qu'à la pointe du Cap Corse, éventuellement, on peut être contrôlé. Au Cap Corse, Alain veille sur un autre écrin de nature qui a permis de sauver une espèce en danger. Ce sont ces 3 minuscules îlots, les îles Finocchiarole. Elles sont le refuge de colonies d'oiseaux,
car depuis 1987, elles sont protégées et interdites à tout débarquement. C'est vraiment leur domaine, ça c'est vraiment pas le mien. Donc de temps en temps, effectivement, on fait un petit débarquement parce qu'on y est obligé, mais on n'est jamais les bienvenus. On n'est jamais invités sur les îles avec les oiseaux. Jamais, jamais, jamais. Ça, il faut bien le savoir, et surtout pour nous. Ces îlots sont le royaume des goélands. Et parmi eux vit une espèce rarissime, le goéland d'Audouin. Dans les années 70, il ne restait que 3000 couples dans le monde. Aujourd'hui, ils sont près de 20 000. Mais cette population est encore très vulnérable. Pour évaluer les naissances, Alain vient vérifier l'état des œufs. Et il doit faire vite. On arrive chez eux, on les dérange vraiment. On est dans leur jardin, dans leur sanctuaire. Et quand on va faire notre relevé, il va falloir vraiment accélérer et vite rentrer au bateau pour essayer ce qu'ils se reposent. Parce que s'ils lâchent les œufs pendant plus de quelques minutes, la nidification risque d'échouer. Cet îlot est sous haute surveillance, car c'est l'un des seuls sites en Méditerranée où les goélands d'Audouin se reproduisent. Un nid à un œuf. Un nid à 2 œufs. Un nid à 3 œufs. Mais pour Alain, c'est une grande déception, car beaucoup d'œufs ont été la proie d'autres oiseaux. Là, il y en a un, mais il a un souci. Il n'y aura pas de naissance puisque l'œuf est écrasé. Ça, c'est la panique complète, quoi. Il va pas... Il y a déjà des fourmis, il est tout vert. Déjà des soucis de nidification. Tu vois, ça nous permet de nous rendre compte que déjà la nidification ne va pas être bonne parce qu'il y a beaucoup d'œufs qui sont cassés, qui sont abandonnés. Donc voilà, je pense que le goéland d'Audouin aussi, cette année, ce ne sera pas fantastique, quoi. Si on a un jeune ou deux à l'envol, ça sera déjà très très bien. Le goéland d'Audouin est l'emblème de la pointe du Cap Corse. Car c'est pour le sauvegarder que cette partie de littoral a été préservée. Lorsqu'il y a 25 ans, on me demandait ce qu'on faisait, je disais je m'occupe d'oiseaux, je protège les oiseaux. Les gens me rigolaient presque au visage en disant que ce n'était pas un métier. Les mentalités ont évolué, donc on sait maintenant de quoi on parle, on est un peu plus attentif à la protection de la nature. Notre petite colonie du Cap Corse, on y tient vraiment et on la protège. Nous partons à quelques kilomètres de la pointe du Cap Corse, du côté ouest. Voici le village de Barétali. Jusqu'au milieu du siècle dernier, ces collines étaient entièrement cultivées. Des jardins en terrasse s'étendaient des hameaux jusqu'à la mer. On y produisait ce drôle de fruit qui a été l'une des richesses du Cap Corse, le cédrat. Jusqu'à aujourd'hui, il avait complètement disparu de ces paysages. Très très beau fruit. Xavier Calisi est entrepreneur. Il y a 5 ans, il fait un pari fou. Il replante des cédrats dans tout son village. Aujourd'hui, c'est le jour de la récolte. Tony, l'un de ses amis, est venu lui prêter main forte. Ah, comme il est beau celui-là. On va commencer un peu à vider. Ouais. Hein. Le cédrat est le premier agrume qui a été cultivé sur l'île. Ouais, ceux-là, ils sont beaux. Hein. Magnifique. Hein. Superbe. Ouais. Hein. Puis dès que tu le grattes un peu, dès que tu touches les pores, c'est puissance 10. Hein. C'est comme un citron, ça a une odeur de citron, mais enfin, un peu plus fort que le citron, quoi. C'est une très bonne odeur, hein. C'est très odoriférant. Pour relancer la culture de ce fruit, Xavier a réhabilité d'anciennes plantations de son village. Il a débroussaillé les terrasses en pierre sèche, enfouies sous le maquis, puis les a restaurées. On essaye de conserver, je dirais, comme faisaient les anciens, de remettre comme c'était avant. On va ramasser les cédrats. Vous savez lesquels ramasser? Oui. On commence par les plus gros. Hein? Ok.
ils vont s'enlever tout seuls si vous les tournez un peu. Le cédrat, c'est le patrimoine du Cap Corse, c'est le patrimoine de la Corse aussi. Et il faut le défendre, il faut le raconter et le faire partager. Car ici, au XIXe siècle, de nombreuses familles cultivaient du cédrat. Vendu sous forme de fruits confits, il était exporté en Europe et aux États-Unis. Avec 45 000 tonnes par an, la Corse était le premier producteur mondial. Mais au XXe siècle, sa consommation chute et ce fruit disparaît progressivement du Cap Corse. Une fois la récolte terminée, les fruits sont transportés au cœur du village, au lavoir. Ils sont plongés dans de l'eau pendant une semaine pour qu'ils perdent leur amertume. C'est bon? Voilà, celui-là, je pense qu'il va couler. Hein. Oui, c'est bon. Nous, on a voulu rester dans un moyen un peu traditionnel, hein, parce qu'on aurait pu trouver d'autres moyens pour le laver, mais je pense qu'un bassin, ça peut rester aussi identitaire de pouvoir le faire comme ça, de cette manière. Et puis, c'est sympa, on passe un bon moment et c'est aussi une fête. À côté de ces plantations, Xavier a monté un atelier artisanal pour produire du cédrat confit. Dès qu'il a un peu de temps libre, il met la main à la pâte. Une fois lavé, la pulpe et les pépins sont retirés et le reste du fruit est confit dans du sirop pendant plusieurs jours. Xavier n'est pas un confiseur professionnel. Pour transformer ce fruit, il a dû tout apprendre par lui-même. J'ai essayé de me renseigner un peu à droite à gauche et puis à rencontrer des gens qui avaient des recettes de grand-mère et essayer de le travailler un peu comme faisaient les gens avant. Donc par les mêmes procédés, je dirais dans le sens artisanal. Et le cédrat confit, qui fut autrefois le fleuron de la confiserie corse, le voici. Ce soir, Xavier a invité les habitants de son village à partager un repas autour de cet agrume. En plat principal, il leur a préparé un poisson local, le denti, à l'écorce de cédrat, qu'il va cuire dans le sel. Et 2 heures plus tard... Allez, à table! À table! C'est vrai qu'on en avait entendu parler, mais il n'y en avait plus dans le village. Donc on ne savait pas trop, on savait que c'était un agrume, ça ressemblait au citron, que c'était gros. Mais voilà, on l'a découvert vraiment avec Xavier et sa plantation. C'est un plaisir. Et puis de voir les gens se régaler comme ça, c'est une réussite. Je pense qu'après, on peut être comblé. Manger, ça refroidit, hein. Direction la Castaniche, au sud de Bastia. Cette région doit son nom aux châtaigniers qui couvrent les collines, au sommet desquels se trouvent de petits villages reculés. Près de l'un d'entre eux, voici le couvent Saint-François. C'est l'un des 70 couvents de l'île. Il appartient à un particulier. Il a été construit au XVIe siècle, puis achevé par les moines franciscains au XVIIIe siècle. C'est un édifice de grande dimension, muni d'un clocher de type baroque avec un dôme octogonal. Et comme de nombreux couvents en Corse, il doit être restauré. Un chantier hors du commun s'achève, la réfection du toit.
On est sur une dernière partie de toiture. Ouais. Nous retrouvons Aurélie Arneco. Elle est accueillie par Jean Philippi, l'architecte du chantier. Voilà, donc là, on a la dernière partie de la toiture. Ouais. Hein, on a commencé il y a quelques temps déjà. Et donc, ça, c'est un petit peu la fin. Malgré l'ampleur des travaux, le propriétaire a choisi de tout refaire à l'ancienne. Il a fallu 7 mois pour recouvrir le toit avec ses pierres, des lauses. Chaque lauze est taillée au marteau. Et là, on a vraiment une écaille de poisson, tu vois. Oui, là, c'est la technique vraiment traditionnelle. Hein. Ça fait plaisir là, de voir un toit en lauze comme ça. Là, c'est super. Hein. Celle-là, elle est durable, la de toiture. Hein. Ce qui est particulièrement réussi, c'est ce qu'on appelle la noue, c'est-à-dire l'arrondi entre les deux ailes du couvent, là, qui est vraiment exceptionnel pour moi. Et je suis ravie de pouvoir voir qu'on est encore capable aujourd'hui de la réaliser de manière traditionnelle. Avant le toit, le cloître a été restauré. Au XVIIIe siècle, ce couvent était dirigé par saint Théophile, un moine célèbre dans toute l'île. À l'époque, 26 religieux vivaient en autarcie dans ces bâtiments, dans une extrême pauvreté. Voici Alain, le propriétaire. Aujourd'hui, il habite le couvent qu'il nous fait visiter. Alors ici, on est dans la cuisine franciscaine, qui était toute modeste, parce que les franciscains n'attachent aucune importance à la nourriture. Vous apercevez la cheminée, qui est typiquement une cheminée corse, mais qui a été à l'origine la bouche du four à pain. Et vous avez donc une petite cuisine qui donne sur une autre pièce de même taille, aussi petite, qui était le réfectoire, qui n'est pas du tout un réfectoire cistercien comme on le connaît en Bourgogne, mais au contraire un réfectoire très modeste où on mange rapidement, ce qui est rapidement cuisiné ici, dans une atmosphère assez enfumée. Tout ce petit monde vivait rapidement, sans payer beaucoup d'attention à la nourriture. Cette aile, encore en travaux, abritait les cellules des moines. Là, le principe, c'est de prendre 3 cellules, avec 2 cellules de faire une chambre et la 3e de faire une salle de bain. Le propriétaire veut nous montrer une curiosité. Une cellule qui donnait directement sur l'église. On appelle la cellule du grabataire, qui a été construite par saint Théophile pour permettre aux moines qui n'avaient pas la capacité physique de sortir de leur cellule, d'assister à la liturgie. La fenêtre qui donne accès au chœur permet à un grabataire d'être sur son lit, d'entendre, éventuellement de voir la messe juste sous ses yeux. Grâce à ces travaux, Alain fait revivre ce lieu et ouvre ses portes aux gens du village. Et la procession en l'honneur de saint Théophile renaît. Aujourd'hui, une centaine de personnes est venue assister à l'événement. J'invite l'ensemble des personnes ici à prendre un verre de l'émitier, quelques pizzas qui sont en train de chauffer dans le four, vous l'avez peut-être vu pendant la procession, et qui arrivent toutes chaudes, je pense, sur les tables au pied de cet érable. Toute personne qui a connu cette région ne peut être qu'heureuse de revoir cet ensemble. C'est parce que c'est quand même un promontoire que l'on aperçoit de loin. Cela fait énormément plaisir de voir que ce n'est plus une ruine. Plus au nord, sur la côte orientale. L'île compte un autre espace naturel méconnu, l'étang de Bigoulia. Situé à quelques kilomètres de Bastia, c'est le plus grand étang de Corse. Isolé de la mer par ce long cordon de sable, cette lagune est l'un des joyaux de l'île de Beauté. Avec ses eaux saumâtres, ses prairies et ses roselières, elle est riche d'une biodiversité hors du commun.
Classé réserve naturelle, l'étang de Biguglia est devenu un sanctuaire de renommée internationale pour les oiseaux d'eau. Ils y trouvent refuge pendant l'hiver ou s'y reproduisent. En ce petit matin d'automne, les gardes du littoral sillonnent l'étang. Paul Poli est ornithologue. Depuis près de 15 ans, il observe et étudie les oiseaux. Et sur l'étang, la situation a bien changé. Aujourd'hui, près de 20 000 oiseaux, de plus de 200 espèces différentes, séjournent ici chaque année. Et parmi eux, la grande aigrette fait son retour. À 20 ans en arrière, en fait, on n'avait pas ces espèces-là. Hein, c'est la famille des échassiers. Et aujourd'hui, on est à peu près sur l'étang de Biguglia à plus de 250 individus. Donc c'est une espèce qui a été protégée dans les années, on va dire, 70. Et aujourd'hui, la population augmente, on va dire, sur quasiment toutes les zones humides. Ce matin, Paul vient observer une espèce particulière, le flamant rose. Ces oiseaux se reproduisent en Camargue, en Turquie ou en Sardaigne, puis ils hivernent sur l'étang. Les premiers viennent juste d'arriver. Pour en savoir plus sur leur migration, Paul les compte régulièrement. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Juste une quinzaine. Il y en a 12 et il y a 7 jeunes et 5 adultes. Les adultes, ils sont déjà plus grands et ils sont très colorés. Et les jeunes, ils sont blancs. Donc c'est des jeunes de cette année qui sont arrivés là à la fin de l'été. D'abord, il regarde où sont les autres individus, il va contourner, il va faire 2-3 tours. Et après, il va se poser, il va écarter les ailes. Et en fait, tu vas voir toutes les plumes, hein, toutes les rémiges. Donc, c'est de couleurs, hein, c'est magnifique. Et après, il se cantonne avec ses collègues, en fait. Ces flamants roses sont près d'1 millier en plein hiver. Direction la côte ouest. Entre la Balagne et le Cap Corse, Saint-Florent. Bâtie au ras de l'eau, c'est une ancienne cité génoise à l'histoire mouvementée. À la Renaissance, la baie de Saint-Florent a été le théâtre d'affrontements entre de grandes puissances européennes, comme la France et l'Espagne. La présence d'épaves dans ces eaux en témoigne. À quelques centaines de mètres de la tour de la Mortella, une équipe d'archéologues sous-marins a découvert une épave exceptionnelle. Nous informons que nous allons commencer nos fouilles archéologiques dans le golfe de Saint-Florent. Mets la barre à droite. Arnaud Cazenave de la Roche est archéologue sous-marin. Il est spécialiste des galions espagnols. Avec son équipe, il s'apprête à étudier une épave étonnante qu'il a repérée il y a 7 ans. Les épaves du XVIe siècle sont rares.
on parle beaucoup des galions espagnols, ils font partie de l'imaginaire collectif, mais en définitive, on en sait très peu de choses. Et le site de la Mortella est en cela exceptionnel. Il n'y a pas plus de 4 ou 5 épaves de cette période-là qui ont pu être étudiées en Méditerranée. Au cours de l'hiver 1555, pour échapper à une tempête, une flotte espagnole s'abrite dans la baie de Saint-Florent. Une escadre française s'y réfugie à son tour. Mais très vite, c'est l'affrontement. Après de violents combats, la flotte française coule le galion espagnol. Ce sont ces vestiges que ces plongeurs partent explorer. Ils sont scaphandriers ou archéologues. Tous les 2 ans, ils reviennent bénévolement pendant plusieurs semaines pour étudier l'épave et mettre au jour de nouveaux objets. Tous sont experts des grandes profondeurs. L'épave se trouve à près de 40 mètres sous l'eau. Voici l'un des vestiges les plus exceptionnels, cette ancre de plusieurs mètres. L'armature du bateau a été conservée dans le sédiment depuis 5 siècles. Ces éléments de charpente constituent une partie de la coque du navire. Un peu plus loin, se trouvent des restes de canons. On les appelait des bombardes. Il y en a au moins une dizaine. Les plongeurs sont à la recherche du moindre indice pour en savoir plus sur la vie à bord et sur les derniers instants du navire. C'est un vrai travail de patience. Ils dégagent les différents vestiges du galion avec cet aspirateur. Et pour cette nouvelle campagne, ils disposent d'un robot explorateur télécommandé muni d'une caméra. Passe à droite du mouillage. Voilà. Grâce à cette technologie innovante, ils examinent en détail la structure du navire. Essaye de s'approcher. Essaye de te stabiliser là. En observant la carène du bateau, Arnaud espère comprendre comment il a été coulé. Voilà. Là, tu vois, c'est les membrures, le bout des membrures qui est complètement calciné. C'est la partie qui a été brûlée. Au fur et à mesure de la fouille, on comprend chaque fois un petit peu mieux ce qui lui est arrivé à ce navire. C'est un peu comme une enquête, un fil que l'on tire. Et cette année est une année importante parce qu'on comprend que, en fait, ce navire, sous l'effet d'une action, peut-être une explosion, peut-être le choc du bateau quand il a touché le fond, a provoqué une déchirure du bois dans le sens de la longueur. Et l'épave, en fait, s'est séparée en 2. Au milieu de la coque, l'équipe vient de retrouver une pièce d'artillerie, un boulet, un objet précieux qui permettra d'en savoir plus sur l'art de la guerre au XVIe siècle. Un boulet de canon en pierre. Ah oui. Il est entier et pèse une vingtaine de kilos. Pour les archéologues, c'est une bonne surprise. On arrive sur quelque chose qui est enfoui là depuis 5 siècles. Et nous, on le découvre et on le remonte. C'est ça qui fait plaisir. Ah, vous imaginez la bouche de canon, c'est un gros diamètre. C'est un gros diamètre, la bouche de canon qui lance ce type de boulet. Ça devait faire très mal. Retour au port. Une fois la journée terminée, Arnaud et son équipe comparent leurs découvertes avec les boulets récupérés lors des fouilles précédentes. Ils sont en pierre,
Ils étaient probablement stockés sur le galion. François Gendron est archéologue au Muséum national d'histoire naturelle de Paris. Il participe à l'expertise. Les soldats qui étaient embarqués, il fallait les occuper en mer, c'était eux qui fabriquaient les boulets. Donc ils se transformaient de soldats en tailleurs de pierre, donc c'est pour ça qu'on a des boulets qui sont assez ronds et puis d'autres où on sent que la main de l'artiste n'était peut-être pas tout à fait au point. On voit bien que ce boulet, il est très intéressant puisqu'il porte plein de traces de ciseaux liées à sa fabrication. Hein. La personne qui l'a taillé s'est acharnée à vouloir le faire bien rond. Et puis là, il y a peut-être eu un raté de fabrication puisqu'il a un peu scalpé cette partie ici sur le côté. Hein. Pour les fabriquer, les soldats utilisaient des pierres récupérées dans les ports où ils faisaient escale. On sait que le bateau, s'il transportait des boulets en serpentine, par exemple, est passé par une zone dans laquelle la serpentine existe, ce qui est vrai en Italie, dans la région de Gênes, mais aussi en Corse. Et l'analyse de toutes ces roches nous permet, en définitive, de refaire le parcours de ce navire. Pendant les 3 prochaines semaines, Arnaud espère trouver d'autres indices pour en savoir plus sur ce grand vaisseau de la Renaissance. Le lendemain, tout près de Saint-Florent. Sur l'une des plages de la baie, un curieux engin. La petite bête du golfe de Saint-Florent. Donc tu seras installé toi ici à l'arrière. Moi je serai juste devant toi. Donc tout doucement on va mettre le bateau à l'eau. On va s'éloigner les 300 mètres pour sortir de la zone des baigneurs. Prendre de la vitesse, décoller. Et puis après on est parti pour visiter tout le désert. Olivier Leonetti est parapentiste. Il s'apprête à être aux commandes d'un bateau volant. Ce matin, il emmène un amoureux de ce site, Michel Muracciol, le délégué du Conservatoire du littoral en Corse. Ce bateau volant est muni d'une aile de deltaplane qu'Olivier dirige à la main. Ils vont survoler l'une des splendeurs de l'île. Le désert des Agriates. En Corse, une partie des côtes a été épargnée par l'urbanisation. Le plus bel exemple se trouve ici. Des plages paradisiaques à perte de vue, sans aucune trace de béton. Michel Muracciol découvre pour la première fois ces paysages vus du ciel. Il y avait des super lumières là, hein. C'est extraordinaire. C'est très peu profond, donc ça permet de faire ressortir la couleur. Voilà, là c'est vraiment, regarde, cette sensation d'immensité. Vers l'intérieur des terres, pas de route goudronnée, mais un paysage intact. S'il est resté quasiment vierge, c'est grâce à l'action du Conservatoire du littoral. C'est le plus grand propriétaire foncier de l'île. Depuis 1975, il acquiert des terrains près de la mer pour les mettre définitivement à l'abri. À l'époque, il y avait des projets touristiques, il y avait des sociétés qui avaient acheté de très grands superficies. Et avec les élus locaux, eh bien, le conservatoire s'est engagé dans cette aventure
qui a consisté à reconstituer le puzzle et à racheter ces différentes propriétés, les premières à des familles corses, mais aussi à ces sociétés, ces grandes sociétés qui avaient acheté plusieurs milliers d'hectares. Pour sauvegarder cet écosystème fragile, l'usage du site a été réglementé. On accède aux plages en bateau ou par des sentiers de randonnée. Dans les terres, la plupart des pistes ont été fermées et le nombre de 4x4 limité. Tu vois, des espaces comme ça, ça va devenir complètement exceptionnel. Ouais, c'est clair. Totalement préservé, sauvage. Il n'y a pas beaucoup d'endroits en Méditerranée où il restera des espaces comme ça protégés dans les décennies qui viennent. Ce site est protégé, mais il reste toujours surfréquenté. En plein mois d'août, les vacanciers prennent d'assaut les Agriates. Nous sommes ici sur l'une des plus grandes plages. Des centaines de personnes y viennent chaque jour pour profiter de ces eaux cristallines. Alors, tout l'été, les gardes du littoral veillent sur cette nature. Ce matin, Michel Muracciol accompagne deux d'entre eux, Laurent et Dominique. Au petit jour, ils sillonnent les 35 km de côte. C'est la tournée quotidienne, c'est très important, surtout l'été, pour marquer la présence, informer les gens, et puis si il y a des gens qui campent, qui dorment sur les plages ou pas, et leur expliquer, les faire partir. Les gardes passent au peigne fin la moindre crique, à la recherche de campeurs. Il n'y a rien. C'est bon, Laurent. On va faire un petit tour là-bas dans le coin. C'est surtout là-bas qu'ils se cachent. Et c'est là où ils font souvent des barbecues, On va aller voir. Ces jeunes ont passé la nuit sur la plage, ce qui est interdit. Dominique va leur rappeler le règlement. Bonjour. Vous êtes français? Oui. D'accord. Donc, garde du littoral. Sur tout le littoral agriate, le camping et le bivouac, c'est-à-dire ce que vous avez fait, est interdit. Pour pas dormir dans un sac de couchage. Ah oui, d'accord. Non, mais c'était pour pas s'installer, on n'a pas monté la tente. Donc, oui, non, mais il n'y a pas que la tente. Le sac de couchage aussi est... Sur tout le littoral agriate, hein, le camping et le bivouac interdit. Hein. Je vous souhaite un bon séjour, donc remballez bien tout. Ouais. Merci bien. Pour moi, on pouvait faire un bivouac ici parce qu'on est discret, on pollue pas. D'ailleurs, on a ramassé les déchets des gens qui étaient passés hier, donc on fait vraiment ça de manière responsable. Mais c'est vrai que s'il n'y a pas le droit, je comprends. C'est un petit paradis, jolie plage. On reste une nuit, on reste 2 nuits, on reste 3 nuits. Ça peut se répéter sur 150, 200, 300 personnes et ça va très vite. Ça peut aller très très vite. Dominique repart pour de nouvelles interventions, car cette nuit, beaucoup ont dormi à la Belle Étoile sur les plages. Garde du littoral. Vous pliez les sacs de couchage, s'il vous plaît, assez rapidement. Vous êtes dans un milieu naturel protégé, donc nous faisons ça tous les matins, vous n'êtes pas les seuls. Le camping et le bivouac, c'est-à-dire de dormir dans les sacs de couchage, est interdit. Colonie de vacances? Oui. Vous faites disparaître les sacs de couchage relativement vite, vous pouvez rester, mais il n'y a aucun problème. De toute façon, c'est ce qu'on allait faire. Voilà. Ok. Donc les sacs de couchage. D'accord. Assez vite. Et je vous remercie. Ça marche. Et une bonne journée. Merci. Ce jour-là, plus de 50 personnes ont bivouaqué sur les plages. Il y a quelques années, il y avait beaucoup plus de monde qu'aujourd'hui. Donc ça veut dire que toute la Pinède, c'était un camping, quoi. Et il y avait une tente tous les mètres, quoi.
Et donc les gens venaient et campaient, passaient des semaines, voire des mois. Et donc c'était un énorme camping, quoi, sur la plage, de partout, des feux. Donc là maintenant, la végétation à l'intérieur a quand même repris le dessus, ça commence à repousser. Ça se remarque beaucoup, quoi. Un peu plus loin, la plage de l'Ostricone et son fleuve. Avant de se jeter dans la mer, les méandres de l'Ostricone forment des marais à travers le sable et le maquis. Ils sont riches d'une biodiversité exceptionnelle que le Conservatoire du littoral veut préserver. Quelques heures avant la tombée de la nuit, une opération délicate se prépare. Une capture de chauve-souris. Hop. Pour cela, ces naturalistes tentent un filet extrêmement fin sur leur territoire de chasse. C'est le même filet que pour les oiseaux, sauf que les mailles sont un peu plus fines. L'objectif de la capture, c'est d'évaluer l'état de conservation de ce milieu, sachant que les chauves-souris sont en fin de chaîne alimentaire, donc c'est un bon bio-indicateur de la qualité de l'environnement, quoi. Ils espèrent capturer 5 ou 6 espèces différentes sur les 22 présentes en Corse. Dans l'obscurité, l'attente commence. Pour les repérer, cet appareil détecte leurs cris. Elle est là, hop là. Hop. Et quelques instants plus tard, une première chauve-souris est prise au piège. Elle a mordi le filet et elle peut assez facilement se libérer. Et puis pour éviter le stress, on essaie d'aller assez vite. Elle n'est pas très contente. Voilà, on dégage les pieds maintenant, c'est quasiment fait. C'est assez rapide, hein, l'opération, voilà. Regarde, elle est libérée. Ces naturalistes ont capturé une espèce rare. Elle est grosse. Celle-ci est plutôt belle. Hein. On va faire un jeune individu. Oui. C'est un mâle, mais c'est un jeune individu. Regarde, on le voit. Il y en éclair par-dessous. Quand tu regardes la calcification des articulations, on voit que, tu vois, c'est pas tout à fait calcifié. C'est encore cartilagineux. On voit des petites fenêtres comme ça, blanches. C'est typique des jeunes individus. Voilà, donc ça, c'est un animal qui est né cette année. Elle doit avoir, en tout et pour tout, 2 mois. C'est son premier vol. Un peu, ouais, c'est son premier vol. Voilà. Lâcher. Prête. Connaître ces espèces permet de mieux les protéger. C'est parti. On a pour certaines espèces une responsabilité tout à fait particulière. Et donc, ces inventaires nous permettent d'identifier le patrimoine qu'il faut conserver, quelles sont les mesures à prendre parfois pour sauvegarder telle espèce ou favoriser telle autre espèce. Le lendemain matin, retour sur la plage. Sandra, là, c'est le départ, c'est le début du désert des Agréates. Un sanctuaire. Avec ses allures de cow-boy, François Vescoval est l'un des précurseurs des randonnées à cheval en Corse. Aujourd'hui, il emmène ce groupe de cavaliers découvrir une partie méconnue du désert, uniquement accessible à cheval. Nous les suivons sur les traces d'un patrimoine typique de la Corse. Dans les profondeurs du maquis, là où la végétation se resserre. Il n'y a personne qui passe jamais par ici. Cette zone impénétrable servit de refuge à des figures légendaires. Ben, tu vois, ça, c'est la maison du bandit. Cette grotte a été aménagée pour en faire une minuscule maison troglodyte, bien à l'abri des regards. C'est tout petit, François, hein? Pour Sandra, qui habite la région, c'est une surprise.
Le maquis est tellement dense, on se demande d'où ça sort. Hein. C'est vraiment isolé. Faut connaître. Hein. Au XIXe siècle, ils étaient surnommés les bandits d'honneur. Ils prenaient le maquis pour échapper aux gendarmes et aux vengeances des familles des victimes. Ils s'y réfugièrent jusqu'au début des années 30. Ils vivaient dans la nature, au Balatsuerd, et c'était le royaume des bandits, le palais vert. Et c'est toujours prenant de savoir qu'ici, il y a quelqu'un qui est resté tout seul avec son chien pendant 20 ans. Pour rejoindre cette plage paradisiaque, ils doivent franchir un passage délicat. Là, attendez-vous à avoir un beau contrebas hein, pour descendre. Vous laissez faire votre cheval, c'est des 4x4. Ils ont des pieds de chèvre. Voilà. Et vous laissez faire. Pour Blandine, qui vient de Paris, c'est une première. Les nuances de bleu, les nuances de vert, voilà, ça en met plein les yeux, quoi. Et en plus de partager ça avec nos chevaux, de découvrir ça à cheval, de voir qu'eux aussi se font plaisir, d'aller se rafraîchir dans l'eau et tout, c'est vraiment un moment qui restera gravé dans la tête, quoi. Le groupe repart dans le maquis à la découverte d'un autre paysage. Les Agriates n'ont pas toujours été inhabités. Ici, il y avait autrefois des vergers, des champs de blé et des milliers d'oliviers. Jusqu'au début du siècle dernier, ce territoire était exploité au printemps et en été par des agriculteurs venus du Cap Corse et le reste de l'année par des bergers. Ils habitaient ces petites maisons que l'on appelle des paillets. Regarde autour de toi, là tu as en même temps les bergeries où ils habitaient, en même temps les habitats des cabris et les enclos des chèvres. C'est un village en fait. Ben, c'est un village, oui, qui devait, à mon avis, il devait y avoir une 40aine de bergeries. La véritable nature de la Corse, elle n'est pas sur les plages. Elle se mérite, voilà. Il faut aller un peu creuser plus loin et là on ressent vraiment, je pense que si on ferme un peu les yeux, on peut ressentir comment c'était avant, on peut imaginer même les bruits, les odeurs. Après la Première Guerre mondiale, les Agriates se vident. Les cultures sont abandonnées. Ce paysage devient un désert de pierres et de maquis. Aujourd'hui, le Conservatoire du littoral se bat pour que les Agriates renouent avec la tradition et soient à nouveau occupés par des éleveurs. Cette piste, qui mène à une bergerie, a été entièrement rénovée. Nous y retrouvons Michel Muracciol. On a réinstallé un couple de jeunes éleveurs depuis quelques années qui ont un troupeau de chèvres. Il a rendez-vous avec le seul berger des Agriates. Yannick a quitté son village pour s'installer ici. Il élève 300 chèvres dans cette étendue de maquis. Comme autrefois, elles viennent pâturer ici entre octobre et fin juin. Oui, tout le temps lâché dans la nature.
Voilà, et je les rentre que pour les traire et quand il pleut, elles descendent à l'abri et après, bon, elles dorment dans les rochers là-haut. Hey! Hey! Grâce aux terres mises à sa disposition par le Conservatoire du littoral depuis 6 ans, Yannick a pu agrandir son troupeau. Michel, alors? Ça va? Ça va et toi? Bon, elles n'ont pas eu trop chaud, les chèvres, là, en ce moment? Ah, maintenant, il faut que je les monte, hein. Elles ont bien travaillé, quand même, cette année. Impeccable. Maintenir l'élevage sur ce territoire permet de le préserver. Ce sont des gestes anciens et on est très content de perpétuer cette tradition et de donner la possibilité à des jeunes passionnés par ce métier de réaliser leurs rêves et de faire vivre ce territoire. C'est aussi une preuve de vie, c'est une revitalisation sur ces sites. Et ça, c'est important pour nous. Prochainement, un autre éleveur s'installera dans ce paysage. Nous quittons les Agriates pour aller à la rencontre d'un homme qui perpétue une autre tradition à l'extrême sud de l'île, à Bonifacio. Édifiée sur une falaise calcaire taillée par les vents, cette ville est un joyau en Méditerranée. Au XIIe siècle, les Génois l'entourent de 2 km de remparts et construisent un fort. Au pied de cette citadelle, dans la marine, Jean-Philippe Giordano fait ses derniers préparatifs. Thierry, tu es bon? Ouais, moi je suis clair. Allez, tu laves la dernière, c'est parti pour nous. Il est pêcheur de corail. Pour gagner le large, il longe ses falaises et profite d'un décor exceptionnel. Alors, la particularité de ce fjord naturel, c'est cette profondeur dans le calcaire. 1850 mètres, 1000 marins qui rentrent dans les terres. Et de ce promontoire, derrière, nous avons la ville suspendue et en face, la Sardaigne. De l'autre côté, Jean-Philippe passe sous le centre historique de la ville. C'est complètement unique et complètement magique. Regardez cette ville suspendue, comme c'est beau. C'est vraiment le centre antique, centre historique de Bonifacio, où il y a de vieilles églises, et puis toutes ces constructions qui sont à flanc de falaise. Hein, on a 70 mètres de falaise depuis le ras de l'eau jusqu'aux premières constructions. À Bonifacio, la pêche au corail remonte à l'Antiquité. À l'époque, les Grecs et les Romains le récoltaient en plongeant en apnée, car il était abondant à faible profondeur. Ensuite, les pêcheurs ont utilisé des engins de traîne pour le ramasser. En raclant tout sur leur passage, ils ont ravagé les fonds marins pendant des siècles. Jusqu'en 1990, à Bonifacio, d'énormes chalutiers pêchaient encore le corail. Ça a été quand même relativement destructeur, avec des chalutiers de 25 mètres, remorquant une barre de fer, lestée de chaînes et de 40 mètres de filet. Alors on s'imagine bien ce que ça peut faire dans le petit jardin discret qui est l'écosystème sous-marin. Un engin d'une tonne qui passe, remorqué par un chalutier de 25 mètres avec quelques milliers de chevaux, et on arrachait tout. Aujourd'hui, c'est strictement interdit. La pêche au corail est très réglementée. Ils ne sont que 10 plongeurs professionnels à être autorisés à en récolter en Corse. Jean-Philippe exerce ce métier étonnant depuis 25 ans. Il cherche son site de pêche grâce à un échosondeur qui renvoie une image des fonds marins. On sait qu'on a une roche qui est susceptible de porter du corail. Et il nous reste
à nous équiper, à aller vérifier si le corail est bien présent sur cette roche. C'est bon, mouille. Ok. Ils envoient une balise sur la roche qu'ils viennent de repérer. Ok. En Corse, les corailleurs ne peuvent pêcher qu'en dessous de 50 mètres. Jean-Philippe part pour une plongée extrême à 75 mètres de profondeur. Quelques minutes plus tard, il débute sa chasse au trésor dans l'obscurité. Le corail, l'or rouge de la Méditerranée. C'est une colonie animale qui fabrique un squelette calcaire en forme de branche. Sa croissance est très lente, seulement quelques millimètres par an. Certaines de ces branches ont mis plus de 20 ans à pousser. Pour préserver cette ressource, Jean-Philippe ne choisit que les plus grandes en quantité limitée pour laisser aux plus jeunes le temps de se développer. Chaque plongée est une opération à haut risque. Pour éviter l'ivresse des profondeurs, Jean-Philippe n'a que 20 minutes pour faire sa récolte. Il envoie ensuite son panier à son équipier. Pour lui, la remontée va être beaucoup plus longue. Pour garder le contact, les deux hommes communiquent grâce à un microphone adapté. Jean-Philippe, tu me reçois? Oui. Très bon, là. Bonne pêche. Après cette plongée profonde, Jean-Philippe doit faire des paliers de décompression. Il lui faudra 2 heures avant de remonter sur le bateau. C'est très plaisant quand la plongée est réussie, une belle quiétude, un vent qui n'est pas vraiment rentré. Donc il n'y a pas eu on va dire, de forcing. Tout s'est fait naturellement et dans une chronologie très agréable. Le corailleur et son équipier recherchent ensuite un endroit isolé, à l'abri du vent, pour vérifier la qualité de la récolte. C'est bon, impec. C'est bon. Oh, celle-là est très jolie. C'est une branche qui est née, qui n'a pas été touchée par aucun engin de pêche, ni même la main d'un corailleur, et qui est totalement intacte. Celle-là, elle était au fond d'une grotte, planquée derrière une gorgone. Le corail de Bonifacio se vend entre 200 et 2000 € le kilo, selon sa qualité. Il est unique au monde. Il a cette couleur rouge, très spécifique à Bonifacio, ce rouge sang de bœuf qu'on peut voir, cette couleur
est très recherchée parce qu'elle est rare. Dans quelques jours, Jean-Philippe transformera ses plus belles branches en bijoux. Direction la haute montagne, au cœur de l'île. Nous sommes dans le parc naturel régional de Corse, pas loin de Corté. Ici, près de 120 sommets culminent à plus de 2000 mètres. Avec ses 2700 mètres, le Monte Cinto est le plus haut de l'île. Un peu plus loin, un autre sommet, le Monte Rotondo. Quand les glaciers se sont retirés de Corse il y a 15 000 ans, des lacs se sont formés dans ces cratères. Voici le lac de Capitello. Il est gelé 6 mois de l'année. Il est situé au-dessus d'un autre lac d'origine glaciaire, le lac de Melo. Ce lac surplombe une vallée remarquable, la vallée de la Restonique. Traversé par cette rivière, c'est un haut lieu de la biodiversité. Dans ces eaux cristallines, les 2 tiers des espèces sont endémiques. On s'installe là, allez, on dépose le matos, on fera la pêche là en montant. Hein. Allez, on prépare les gants, on prépare le matériel. Bouge pas. Antoine Orsini est hydrobiologiste. C'est OK. Ça marche. Avec son équipe, il va recenser les espèces de la rivière. Il se passionne pour ce site depuis plus de 30 ans. Je suis né dans cette vallée, j'ai mes attaches, j'ai mes racines, j'ai ma génétique. Mais après, en tant que scientifique, j'ai trouvé ici un paradis pour les hydrobiologistes. On va soulever une grosse caillasse. Hein. Dans le courant, il recherche des espèces étonnantes. Il y a quelque chose, chef. On cherche des invertébrés qui sont coincés sous les pierres, qui s'abritent sous les pierres du courant. Or, ce sont essentiellement des larves d'insectes. Ces larves sont de précieux spécimens, car on en trouvait déjà en Europe il y a 20 millions d'années. C'est quelque chose qui est exceptionnel au niveau mondial, hein, puisqu'on les trouve qu'en Corse, et elles relatent l'histoire géologique de l'Europe. La Corse et la Sardaigne, il y a donc 20 millions d'années, lorsque elles se sont détachées, ces 2 îles, hein, elles ont dérivé au milieu de la Méditerranée. Elles ont fait un peu comme l'Arche de Noé, elles ont emporté des espèces qu'on retrouve aujourd'hui sur cette île. Moi, j'ai l'impression d'être dans mon Jurassic Park à moi, quand je suis dans cette vallée. Dans la rivière, il existe une autre espèce emblématique qui peuple ces eaux depuis plusieurs milliers d'années, la truite corse. Pour l'attraper, Antoine procède à une pêche électrique. Un courant de faible intensité passe à travers cet anneau et attire les poissons. Allez, là, on a la grosse, chaud. Allez. On a le monstre du Loch Ness. Hop, allez. Voilà. Où elle est. La truite est étourdie par le choc électrique pour ensuite être étudiée. Là, ce qu'on voit bien sur cette truite, c'est par exemple la grosse tache qu'elle a derrière l'œil. Hein. Et puis elle a une robe aussi particulière avec des taches rouges. Donc voilà une truite endémique. Là, François mesure à peu près cette truite là. Donc,
de la tête à la queue. Donc voilà, ouais. Pour eux, la présence de ces poissons est une bonne nouvelle. Lorsqu'il y a une pollution, les populations de truites diminuent, voire la truite disparaît puisqu'elle est très sensible à la pollution. Là, on sait qu'on est dans une zone où il n'y a pas de pollution. La qualité de ces eaux et sa biodiversité valent à cette vallée le classement Grand Site de France depuis 2011. Voilà, un prend le crochet et l'autre prend le... À quelques kilomètres de là, c'est l'effervescence pour les gardes du parc naturel régional de Corse. Oui, vas-y, tu peux lever. Nous sommes au début du mois de juin. C'est le coup d'envoi de la haute saison pour un sentier de randonnée mythique, le GR20. Avec Gilbert, le pilote, les gardes n'ont que quelques jours pour approvisionner la quinzaine de refuges qui est sur le chemin. Ça marque le début de la saison des randonneurs, puisque on est au début de la période estivale, lorsque le GR20 va commencer à connaître une fréquentation importante. Donc il faut que les refuges soient parés pour recevoir tout ce monde. Le GR20 a été créé dans les années 70 pour lutter contre la désertification de l'intérieur de l'île et lancer le tourisme vert. Pour accueillir les randonneurs, le parc naturel régional de Corse a alors aménagé des refuges et réhabilité des bergeries. Voici l'un des refuges les plus fréquentés du GR20, le refuge de Tiguette. Il est situé au pied de l'une des étapes les plus difficiles du sentier. Ce refuge est tenu par Charlie Santucci. C'est fini? Ouais. Allez. Attention, il faut qu'on enlève. Oui. Il est aidé par René Emery. C'est un garde du parc, spécialiste de la montagne. Toute son équipe participe à l'installation de Charlie. Toute la saison, on est sur le GR, on est toujours au contact des gardiens. Donc c'est important de leur donner un coup de main, quoi. Et puis bon, c'est toujours fait, on est en bon terme, donc c'est normal, on ne va pas rester là à regarder ce qui est fait maintenant, ils ont pu le faire après, quoi. Non. Et après 2 heures d'effort... Merci encore une énième fois d'être monté avec moi. Si te manque d'autres affaires et tout, tu le fais savoir. Hein? Pas de problème. On te laisse mettre en place 2-3 jours et la semaine prochaine, en tout cas, on remontera faire un tour. Mais pour l'équipe de René Emery, la journée ne fait que commencer. Ils doivent maintenant sécuriser le cirque de la solitude, situé à 2 heures du refuge. C'est un passage particulièrement dangereux sur le GR20. Amoureux de ces montagnes, ces hommes connaissent tous les pièges du sentier. C'est très abrupt, les reliefs ils sont très acérés. C'est particulier, la montagne corse, elle est particulière et nous, on est passionnés de ça, quoi. Christian, explique combien il y en aurait là, Chouji? Apparemment, il y en a 2, d'après les infos qu'on a eues. Après l'hiver, ils s'assurent que ces chaînes sont bien accrochées. Grâce à elles, les randonneurs peuvent franchir les obstacles les plus difficiles. C'est quand même un endroit où les gens ils appréhendent, ils n'ont pas tous le pied très sûr, ils sont pendus de tout leur poids avec plus le poids du sac à dos aux chaînes. Alors bon, autant qu'elles tiennent, hein, parce que voilà, donc bon, ça c'est vérifié toutes les années, quoi. Chaque année, près de 18 000 personnes tentent l'aventure, car le GR20 est aujourd'hui célèbre dans le monde entier.
Ce sentier traverse l'île en diagonale, d'une côte à l'autre, principalement sur cette grande dorsale. Sur 200 km, il chemine à travers les plus beaux paysages de l'île. Il passe par les crêtes, toujours à l'écart des routes et des villages. Il est particulièrement long et difficile, car il a été conçu pour des montagnards aguerris. Il faut environ 15 jours, à raison de 6 heures de marche quotidienne, pour le parcourir en entier. À peine 2 randonneurs sur 3 réussissent à le terminer. Et pourtant, le GR20 attire toujours plus de monde. Allez, on est parti. Quelques jours plus tard, sur l'une des étapes du sentier. Pensez toujours à bien serrer vos chaussures, hein, pour tous ceux qui ont des petits problèmes de cheville. Jean-Paul Padovani est un passionné de la montagne corse. Il est accompagnateur depuis plus de 10 ans. Il emmène ce groupe de randonneurs sur la partie nord du GR20. Ils ont entre 21 et 60 ans et viennent de toute la France. Ils vont relever ce défi pour la première fois. On a entendu, c'est un rapace qu'on entend ou pas? Ouais. Le groupe vient de partir de Canaglia, tout près de Corte. Le sentier débute en douceur, à travers les forêts de pins et les piscines naturelles. La qualité et la limpidité des eaux, c'est une invitation à la baignade. Regardez un peu ça, si elle est belle. Après quelques heures de marche, les premières difficultés s'annoncent. Car il faut franchir l'une de ces brèches pour poursuivre la route. La nôtre, c'est la plus échancrée, on va dire. Là, on la voit. Jean-Paul emmène son groupe vers la brèche de Capitello. C'est le point culminant du GR20 à 2225 mètres d'altitude. Ouais, d'ici, ça a l'air impressionnant, hein, puisqu'on va passer carrément dans l'échancrure, hein, que l'on voit carrément au niveau central. Ici, on se dit, oula, ça a l'air compliqué, mais voilà, en y allant mollo, doucement, ça va le faire bien, quoi. Bon, niveau difficulté, c'est peut-être un petit peu au-dessus de ce que j'attendais, mais bon, je pense que je vais arriver à gérer, j'espère. Bon, a priori, là, on va passer une brèche avec 2 mains courantes. Donc, je pense qu'on va s'amuser un peu, ouais. Allez, respirez bien. Inspirez, respirez, là. Les randonneurs sont sur l'une des plus belles étapes du GR. Et des plus délicates. Donc on se déporte légèrement sur la droite. On va passer un par un quand même, hein. On va pas passer tous ensemble. On prend la chaîne, on n'hésite pas à prendre les 2 mains. Allez, après, vous voyez, il y a une faille aussi dessus. Vous pouvez aussi marcher dans la faille, hein. Allez, donne-moi la main. Allez. Allez, tiens-toi bien avec l'autre. Vas-y. Allez, nickel. Comment ça va? Ça va?
Ah Noëlla, pas trop dur? Non, bah, maintenant ça va. Pendant plusieurs heures, le groupe va évoluer dans cet univers caillouteux et vertical. On arrive les amis, on arrive. Voilà. 2 heures d'effort et c'est enfin le passage de la brèche. Oh, on bascule carrément côte ouest là. Et de l'autre côté, un panorama unique. C'est vrai qu'on a toujours été émerveillés par les paysages, mais là en plus, mettre l'effort et tout, ça permet de... Voilà. On est dedans, le défi personnel, on est vraiment dedans, et ouais, c'est sympa. Quelques kilomètres plus loin, un autre paysage, encore plus étonnant. Après 2 jours d'efforts intenses, la randonnée se fait plus douce, le temps d'une étape. Le groupe atteint de grands plateaux. Ces pelouses offrent l'un des paysages les plus insolites du GR20. On va s'efforcer de rester sur le sentier hein, pour éviter de piétiner ces pelouses-là, qui sont fragiles. Elles sont parsemées de podzines, des trous plus ou moins remplis d'eau. Ce sont des tourbières, reliées entre elles par des canaux. Elles sont situées dans la cuvette de l'un des plus beaux lacs de Corse. Le lac de Nino, c'est la perle du GR20. Les podzines sont le paradis des chevaux en liberté. Ils transhument des montagnes voisines pour profiter de cette herbe toujours fraîche en plein été. Et soudain, la montagne corse prend des airs d'Irlande ou de Mongolie. On vient de changer de pays, en fait. On est passé des rocailles là sur les grandes steppes. C'est génial, en l'espace de 2 jours, on passe d'un monde à un autre. En plus, c'est super agréable, on a l'impression de marcher sur de la moquette. Il y a une sérénité là qui règne. On oublie tout, hein. On déconnecte complètement. Bonne cure pour ceux qui sont un peu stressés. Non, c'est vraiment superbe, hein. C'est bien, c'est vraiment beau. Ah, sur votre droite, la Payaourbe. Là, la droite. Très belle montagne, 2525 mètres d'altitude. Après 4 jours de marche, le groupe arrive à Tighet, chez Charlie. C'est le dernier refuge avant une étape à la réputation légendaire. Bonjour, comment ça va? Comment vous êtes, Charlie? Ça va, bien ou bien et tout. C'est bien. Ouais. Hein, on arrive, on est là. Monsieur, bonjour. Je vous avais monté. Charlie. Charlie. Santé. Bonjour. Bonjour. Michael, Julien. Bonjour. Ah, c'est juste... venez. Ouais, regardez la vue aussi, hein. Oh, super. Donc, on a une vue imprenable. Là, c'est authentique, hein. Là, on est... Là, c'est vraiment... C'est ce que je recherchais, en fait. Ah, Villa.
Je pense qu'on va passer une bonne soirée. On va se régaler. Ça va? Il est force. Mika, il a un bon coup de fourchette. Hein? On m'avait dit que j'allais perdre du poids sur le GR20. En fait, je pense pas. Tu prends des calories. Hein? Demain, l'étape la plus redoutée du GR20 attend les randonneurs, la traversée du cirque de la solitude. Il est 6 h du matin. Et tout le monde est déjà à pied d'œuvre. Là, on se prépare pour le cirque de la solitude. Apparemment, c'est assez technique. Je crois qu'on a 1h30 ou 2 heures pour rejoindre le point de départ. Et après, c'est parti, je crois, pour l'étape la plus difficile. Ouais. C'est l'étape qu'il faut faire, donc à la fois on a hâte, et puis en même temps, c'est un peu impressionnant de ce qu'on en dit, de ce qu'on en parle. Donc voilà, mais bon, ça va le faire, ça va le faire. Je sais pas, j'attends de voir en fait. Je suis sur la réserve, j'attends de voir. On verra bien. Allez, Charlie, ok. Au revoir. Pour accéder au cirque de la solitude, les randonneurs vont quitter les sentiers de transhumance pour de la randonnée alpine. Le cirque de la solitude, le voici. Un lieu mythique, réputé très difficile. Ce sont plusieurs heures de marche dans des éboulis de pierre avec des passages vertigineux. Et c'est à cette étape que l'on compte le plus d'abandons. Voilà. Ah oui, quand même. Ouais, quand même, tu vois. 300 mètres de dénivelé négatif. Et après, on va remonter en face dans la faille pour sortir dans la grande échancrure que vous voyez là-bas. Mais c'est des Lilliputiens là-bas, là. Le cirque forme une immense cuvette. Une fois à l'intérieur, il n'y a plus d'échappatoire. En fait, le véritable nom, il faut le retranscrire en corse, ça s'appelle i cacchettone. Ça veut dire en fait la grosse caisse. Grosse caisse, parce que c'est une caisse de résonance à l'intérieur de ça. Donc, les anciens l'appelaient comme ça, et toujours nous insulaires, on l'appelle comme ça. Et le cirque de la solitude, parce qu'on se retrouve dans un environnement très minéral, donc, et lorsqu'on est vraiment au fond du cirque, c'est vraiment des moments de grande solitude, quoi. Pour le réussir, le groupe va devoir être solidaire. Et on n'hésite pas à s'aider des mains. Hein. Soyez souple sur les jambes. Attention aux pierres. Hein. Le premier danger, ce sont des cailloux qui se dérobent sous les pieds et peuvent blesser les autres. Vous regardez, à chaque fois, il y a des points d'ancrage. D'accord? Et on va un par morceau, par point fixe. Hein. Ensuite, c'est une succession de parois glissantes et verticales qu'il faut franchir grâce aux chaînes. Dans le groupe, la fatigue se fait sentir. J'ai plus du tout les réflexes, là. Allez, et deux mains, Vas-y, mets du poids. Tu descends, tranquille. Après, tu descends en rando jusque-là. Voilà.
C'est vrai que c'est un peu impressionnant à pic. On s'en fait vraiment un monde quand on est en haut. Puis en fait, on se rend compte qu'en descendant, au fur et à mesure, on prend de l'assurance. Il faut y aller doucement. Hein, bien. Et voilà, terminé pour la descente. Maintenant, on a autant à faire, mais en montée. On aperçoit la Bocca Tomaginesque au-dessus, là. On n'y est pas de suite, là. Allez, ça suit. Utilise les mains, là. Pouvoir les emmener au bout de cet exploit, de ce défi, de ce dépassement d'eux-mêmes, c'est une grosse satisfaction. Ouais. Et puis bon, en plus, voilà, nous, accompagnateurs, c'est notre élément, donc ça permet de les accompagner dans leurs rêves. Quoi. 3 heures plus tard, les randonneurs touchent enfin au but. Allez, ça va bien, on a fini là. Et au sommet, le rêve prend toute sa dimension. Là, on est là, au-dessus de tout, avec une vue magnifique. Et c'est vraiment appréciable, c'est grandiose. Il y a tout, quoi. Il y a la montagne, vraiment tout ce qui est la pierre. Vraiment, on sent que c'est vraiment la montagne qui est au-dessus de la mer, quoi, qui est presque ressortie de la mer. C'est vraiment... c'est diversifié, c'est magnifique. Pour tous, le GR20 aura été une formidable expérience humaine. Je suis vraiment contente parce que je voulais vraiment le faire depuis un certain moment. Je savais qu'il était très dur et je m'étais mis un petit peu ce défi. Et ouais, là, je suis vraiment contente. Surtout le Cirque de la Solitude, je l'attendais depuis un moment aussi. Et de l'avoir passé, vraiment, vraiment contente. Ouais, c'est vraiment super. Régine, Jennifer, Michael et les autres quitteront ce sentier dans 2 jours. Tous garderont de ces sommets des images inoubliables.